Alors, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue et surtout je souhaite la bienvenue à notre confrère Zhou-Lin Zhang, que certains... Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ah bon? Alors, allô, allô? On recommence. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. Je remercie beaucoup notre confrère Zhou-Lin Zhang d'être venu donc avec l'association de la presse étrangère pour parler de son livre qui s'intitule « Les Chinois sont des hommes comme les autres », mais aussi pour nous parler de la relation en fait qu'entretiennent les Français avec la Chine et les Chinois. Et je pense que pour nous, en tant que correspondants étrangers, c'est le sujet, c'est la Chine, mais c'est surtout la France et les Français. Et donc, on le connaît aussi de l'émission Kiosque sur TV5, où on était déjà invités tous les deux d'ailleurs. Et je me rappelle, alors le directeur du CAP, qu'on remercie aussi pour nous héberger, disait en Chine, on rigole beaucoup. Donc je vais quand même raconter une petite anecdote. Moi, quand j'étais la première fois invitée à Kiosque, donc pour représenter l'Allemagne, les positions allemandes et tout ça, on m'a dit « Ah bah, assieds-toi à côté de la Chine et la Russie, l'Allemagne, Chine, Russie, les méchants d'un côté, les autres de l'autre. » Et bien sûr, c'était pour rire aussi. Mais donc, cette anecdote illustre l'image qu'on a souvent de différents pays, donc, qui sont peut-être pas très nuancés. Voilà, ça l'a apparemment agacé au point d'écrire un livre pour nuancer un peu l'image de la Chine. Avant de lui donner la parole, je remercie aussi notre consoeur Xiao Fan, parce qu'en fait, c'est elle qui a eu l'idée d'inviter Zhou-Lin. Et c'est moi qui ai dit oui, c'est une très bonne idée et je vais la seconder dans la conférence. Zhou-Lin. Voilà, merci Manila, merci Charfin aussi. Bon, bonjour à tout le monde. Ben, c'est un livre qui, comment dirais-je, qui parle des Chinois, évidemment. Et écrire un livre pour prouver que les Chinois sont des hommes comme les autres, c'est un peu excessif. C'est que tout à l'heure, oui, on m'a dit, ah bah vous avez apporté, le directeur m'a dit, vous avez apporté un scoop. C'est la première fois que je sais que les Chinois sont des hommes comme les autres. Et effectivement, vous savez, c'est pas si évident que ça. Quelquefois on se dit. Dans mon premier chapitre, c'est justement, le titre de mon premier chapitre, c'est du chinois. Quand en France on dit que c'est du chinois, c'est-à-dire c'est incompréhensible. Ben, c'est effectivement, pour beaucoup de Français, pour beaucoup d'Européens, la Chine est loin. Pourquoi je voulais écrire ce livre? Bon, je vais d'abord me présenter un peu. Moi, je suis né d'une famille francophone. Mon père est un traducteur de la littérature française. Alors, c'est-à-dire de la génération de mon père et moi, nous travaillons pour présenter la France aux Chinois, essentiellement. Dès mon enfance, je connaissais déjà, il y a un pays lointain qui s'appelait la France, et surtout à travers l'Humanité, parce que c'était le seul journal français qui puisse éditer en Chine. Alors, chaque semaine, je suis allé chercher l'Humanité, et mon père, comme récompense, me racontait l'histoire de chien Pif, le petit chien Pif. Bon, c'était le premier contact que j'ai avec la France. Bon, l'idée me vient de faire un livre, bien sûr, à date 2008. En ce moment-là, j'étais déjà correspondant en France presque 15 ans. J'étais étudiant d'abord en 88-89 à rue du Louvre. Peut-être
j'ai des camarades ici. Et à 90, à 97, j'étais journaliste correspondant, puis je retourne en Chine, et puis depuis 2000 jusqu'à maintenant. Alors, en 2008, il s'est passé quelque chose. Comme vous le savez, c'est les Jeux Olympiques à Pékin. À l'époque, la France, avant cette date, était toujours considérée par les Chinois comme le pays le plus amical de l'Europe, parce que c'est le général de Gaulle qui est le premier Européen qui a reconnu la Chine. L'établissement diplomatique. On va fêter l'année prochaine le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Mais, tout d'un coup, il y a un énorme problème entre la France et la Chine en 2008. La flamme olympique. La flamme olympique a été bouleversée à Paris. Tous les médias parlent, discutent si on devait boycotter les Jeux Olympiques à Pékin. Il y a des gens qui ont vraiment exagéré, comparer les Jeux Olympiques de Pékin avec celles de Berlin. En 36. 36, oui. Bon, alors à l'époque, j'étais souvent invité à cause de cet événement, à cause de Tibet aussi, par des plateaux de télévision pour parler, pour expliquer pourquoi il faut aller à Pékin. Et surtout expliquer que la Chine n'est pas un enfer. Il a beaucoup de problèmes, ce n'est pas le paradis terrestre, c'est vrai, mais ce n'est pas un enfer non plus. Voilà, les Chinois sont des hommes comme les autres, ils ont la même envie, ils vivent normalement comme tous les autres, malgré toutes ces difficultés que tout le monde connaît. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je peux faire quelque chose, c'est que à travers, à certaines personnes qui sont très minoritaires, comme Robert Ménard par exemple, il veut tout faire pour casser les Jeux Olympiques, mais la plupart des gens, pourquoi ils ont des préjugés sur mon pays? C'est très simple, parce qu'ils ne connaissent pas la Chine, vous connaissez peu, ou ils ne connaissent que la Chine à travers des livres des sinologues ou des journalistes correspondants en Chine. Je cite un exemple. À l'époque, il y a un éditorialiste très connu, je ne cite pas son nom. Il répète sur tous les plateaux de télévision, disent que la Chine est le plus grand prison du monde. Au début, je l'ai cru aussi, parce que la Chine, c'est 1,3 milliard aussi proportionnellement. Si la Chine a le plus de prisonniers en prison, c'est très possible. Mais j'ai cherché, et finalement, j'ai trouvé que proportionnellement, la Chine a à peu près 107 personnes pour 10 000 prisonniers, comme la France. Tandis que les États-Unis, c'est 700. Alors je suis allé chercher et je me suis rendu compte que les États-Unis, avec 5% de notre population sur la planète, mais ils ont 25% de prisonniers du monde entier dans la prison américaine. C'est-à-dire le plus grand prison du monde, c'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Mais peut-être que c'était par rapport à prisonniers politiques. Ouais. Ah non, 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 je dis, non, c'est toujours essayer de changer le contenu, conception, pour camoufler ce qu'on voulait dire. Officiellement, la Chine n'a pas de prisonniers politiques. Ça, on peut discuter tout à l'heure. Oui, mais c'est-à-dire, sur cette question, on peut beaucoup discuter parce que c'est un problème juridique. Il faut voir si on respecte le droit d'un État ou pas. Par exemple, on peut très bien dire que quand la Chine condamne quelqu'un, un journaliste par exemple, hier j'ai vu une information
L'année dernière, il y a dans un tribunal, ils ont condamné 9 journalistes en prison. Bon, pour Reporters sans frontières, peut-être ce sont des prisonniers de conscience, parce qu'ils sont journalistes. Mais en réalité, ces journalistes ont fait des chantages contre des entreprises quand ils tiennent certaines informations négatives de ces entreprises. Ils veulent faire des chantages contre ces entreprises pour qu'ils paient. Eux, ils se taisent. Ils vendent leurs informations, c'est-à-dire négatives. Et c'est malheureusement assez courant. Parmi les journalistes chinois, il y a vraiment des gens pas très honnêtes. Vous voyez, c'est très facile de confondre les deux choses. Oui. Alors, est-ce que je peux juste poser une question, parce qu'après on va passer aux autres chapitres aussi quand même du livre. Mais par exemple, vous expliquez aussi qu'en Chine, le mot dictature, autocratie, etc. Enfin, en français, on a beaucoup de mots pour un système autoritaire. Et en chinois, ça donne à chaque fois seulement dictature. Voilà, ça c'est... Et donc, alors, ça fait un peu penser, comme si les Chinois, en tout cas, ne sont pas comme les Français, où on n'aurait pas la même conception des mots. C'est pas vrai. Je confirme. Il y a plusieurs mots en chinois qui disent la dictature, etc. Tout ça est baozheng. Il y en a plein de mots. Ouais. Enfin, disons, c'était juste, enfin, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, mais je me suis dit, alors, en quelque sorte, on a vraiment besoin d'explications sur la Chine, parce que c'est sûr, on ne connaît pas la Chine, et surtout dans son immensité, dans sa diversité et variété. Mais est-ce que vous, par exemple, où est-ce que vous vous situez par rapport, si on vous dit après peut-être, oui, mais est-ce que vous ne faites pas la propagande du régime? Parce que vous êtes un journaliste chinois, indépendant quand même, mais donc je suis obligée de vous poser la question, parce qu'on est... Oui, tout à fait. Vous savez, actuellement dans le monde, il y a une chose qui est très bizarre, mais c'est la réalité, qu'on est obligé de se mettre en face. C'est-à-dire, si vous êtes un Chinois, et si vous ne critiquez pas, ou bien vous critiquez moins que les autres, ou bien vous parlez plus objectivement de ton pays, tu es forcément pro-gouvernement. Si tu veux être un Chinois juste, tu devais critiquer à tout prix ton gouvernement, même il fait soleil ou il pleut. Tout est responsabilité du gouvernement. Si on essaie d'expliquer que non, s'il fait beau, c'est à cause de l'air du nord ou à cause de l'air du sud, ça ne va pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Depuis longtemps, le débat sur la Chine est tellement politisé qu'on ne peut plus expliquer quoi que ce soit. Chaque fois, on vous pose la question, quelle est votre position? Mais c'est assez bizarre. Journaliste, c'est qu'est-ce que c'est? Journaliste, c'est quelqu'un qui ne cherche pas la justice, qui cherche la vérité. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire la vérité. Quand je dis que la Chine n'est pas le plus grand prison du monde, c'est parce que statistiques prouvent que la Chine n'a pas emprisonné le plus de monde que les autres. Voilà. Et d'ailleurs, mon livre, moi j'ai essayé d'éviter des sujets politiques. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que depuis que je suis ici, je vois que chaque fois on parle de la Chine, il y a toujours sujet politique. Premièrement, c'est droits de l'homme. Deuxièmement, c'est système politique, c'est-à-dire non démocratique, c'est-à-dire pas d'élection universelle directe. Troisièmement, c'est le Tibet. Et si vous voulez rajouter le quatrième, c'est le développement économique, mais du côté négatif.
C'est-à-dire, la Chine pollue le monde, la Chine fait des contrefaçons, la Chine fait travailler les enfants, la Chine fait travailler les prisonniers, etc. Tout est politisé sur la Chine. Mais en réalité, la Chine est un pays qui a une très longue histoire, et surtout, c'est que la vie quotidienne, c'est multifacette, c'est tellement riche qu'on doit parler autre chose pour comprendre la Chine. Moi, alors, j'ai évité de parler du Tibet, j'ai évité de parler du droit de l'homme, j'ai évité de parler... j'ai parlé un tout petit peu quand même, mais je voulais parler tout ce que les médias français parlent rarement. C'est-à-dire, par exemple, comment les Chinois mangent, comment ils se marient, quelle est la différence entre un Chinois du Nord et un Chinois du Sud. Nous avons notre chéti, nous aussi, et la distance est beaucoup plus loin. Un chéti avec un Marseillais, c'est 2000 km, mais chez nous, c'est presque 8 km, même 10 km. Vous voyez, la Chine est un pays avec 56 ethnies différents, avec des langues différentes, avec des coutumes différentes. Et surtout, c'est que la Chine est un pays qui change en permanence. Alain Perfit a écrit un livre, La Chine immobile. La Chine immobilière. Ce n'est plus d'actualité. La Chine aujourd'hui change en permanence. Il ne change pas en décennies ni en années, mais en mois. Tous les mois, il y a des choses qui changent. Alors, voir un pays comme ça, il faut vraiment avoir un esprit ouvert qui s'adapte, c'est-à-dire voir ce changement, conscient de ce changement. Moi, je pense, ce qui est frappant, à partir de 2008, mais c'est que, vous savez, il y a un grand futuriste qui écrit plusieurs livres pour prédire l'avenir, basé sur quoi? Sur la presse. Je m'en souviens plus son nom en français, c'est né, je m'en souviens plus son nom. Si, moi j'ai essayé de lire la presse écrite française pour comprendre la Chine. Finalement, j'ai recueilli depuis 2008 pratiquement tout ce qu'on écrit, pas tous, essentiellement Figaro, Libération et Le Monde, mais aussi l'Express, Le Point et le Nouvel Observateur. Si on ne lit que ces médias pour comprendre la Chine, c'est catastrophique. On a l'impression que la Chine va de pire en pire, il va très mal, il pollue de plus en plus, les gens sont de plus en plus mécontents, la Chine est sur le bord d'une révolution. Je n'ai jamais dit que ces médias ont menti, non. Ils ont dit vrai. Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié que la Chine a d'autres aspects. C'est-à-dire, la Chine a des aspects un peu plus positifs sur la vie courante, sur la vie quotidienne. C'est ce que j'ai écrit. Je suis désolé, aujourd'hui c'est moi qui... Vous écrivez très bien d'ailleurs, par exemple justement sur les mariages, comment ça change, comment les modes changent, comment c'est entre l'oriental et l'occidental. Alors on apprend énormément sur la Chine dans ce livre, et surtout je pense que c'est plus la vie des Chinois au quotidien. C'est un peu aussi peut-être le but ou l'humour ou ce qu'on mange, effectivement. Un pays n'existe pas que dans les titres, enfin... Comment dire, on a toujours, c'est le problème du journalisme. Du Mali actuellement, on entend des nouvelles concernant la guerre, on n'entend pas peut-être que dans le sud du Mali, il y a des gens qui font des initiatives intéressantes, ou peut-être même des festivals de musique, je
je m'avance, j'en suis pas sûre, mais voilà. De l'Allemagne, on va entendre Merkel, la mère de la rigueur, et peut-être pas les fêtards à Berlin, un peu moins maintenant, on en parle quand même aussi. Donc ça c'est un problème, et c'est le problème en fait de notre profession, qu'on nous demande toujours mettre la lumière sur certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est effectivement louable d'avoir aussi d'autres sources qui parlent d'autres aspects. Ça, en fait, je n'ai pas évité. Pardon, je me permets d'ajouter quelque chose. Parce que Martine, tu ne lis pas la presse en Chine, chinoise. Enfin, la presse chinoise critique beaucoup la Chine, les politiques. Mais c'est plus pour les internautes chinois. On critique beaucoup. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas dire que la presse chinoise... Sur les petits détails, peut-être, sur les petits détails, mais pas sur le fond. Aucun journaliste chinois... Vous pouvez poser la question après. Oui, vous pouvez... Alors, on va juste... Vous pouvez poser votre question, mais moi, parce que D'accord. Après, je pose une question, après on passe aux questions. Oui, ça marche? Oui, ah oui, tout à l'heure, je veux dire à Martine que la presse chinoise, en fait, critique beaucoup aussi les politiques de gouvernement. On ne manque pas de critiques, et aussi, surtout les internautes chinois. Et on a même beaucoup des écoles, des pensées que parlé dans le livre de M. Zhou. Merci. Voilà, pour laisser la parole à la salle, je vais terminer rapidement. Pour comprendre un pays, vous savez, il y a un point essentiel. Moi, j'avais fait 1 an d'études en France, de journalisme. Et je me suis rendu compte que le journalisme en France, il n'y a pas de distinction entre un journalisme national et un journalisme international. Tandis qu'en Chine, il a cette distinction. Pourquoi il a cette distinction? Je crois que c'est assez essentiel. Quand on est un journaliste national, je peux écrire sur la France, et mes lecteurs sont mes compatriotes, c'est-à-dire ils vivent dans l'environnement que vous écrivez. Alors ils comprennent ce que vous écrivez. Et surtout ce qui peut juger eux-mêmes, ce que vous écrivez, c'est vrai ou faux, c'est partiel ou complet. Mais quand un journaliste qui travaille à l'étranger, dans un pays lointain comme la Chine, s'il n'écrit qu'une partie, malgré vrai, petit à petit, il donne une image du pays où il écrit, une image fausse. C'est très simple. C'est que, en Chine, il y a un proverbe, c'est un aveugle qui touche l'éléphant. Il a du mal à comprendre quel est l'aspect complet de l'éléphant, parce que l'éléphant est trop grand. Il touche chacun lorsqu'il tient la queue, lorsqu'il tient le nez, et l'autre qui tient le jambe, il aura des éléphants différents. Un lecteur français ne peut pas aller en Chine pour vérifier si son correspondant a dit vrai. Si tous les correspondants parlent de son côté, chacun donne une vérité. Si tout le monde parle d'une façon différente, ça donne une image complète. Ça peut. Par exemple, mon cher confrère Dorian, là, c'est le seul journaliste français qui est allé en Chine, qui prend le bus des Chinois vraiment ordinaires pour se rendre compte de la vie quotidienne des Chinois. Le problème, c'est que un seul journaliste parle de la vie quotidienne des Chinois ne suffit pas pour compléter le manque des informations que tous les autres journalistes ne parlent pas. Surtout, c'est que lisez un peu Libération, Le Monde et Le Figaro, les essentiels.
regarde les sujets, ils sont vraiment concentrés sur certaines choses et ils oublient beaucoup d'autres. Et c'est très dommage. C'est à cause de ça que je crois que le journalisme international demande des qualités spécifiques à un journaliste. C'est-à-dire il faut écrire à peu près tous les aspects. Imaginez que si j'ai, comme correspondant en France, si je n'écris que, par exemple, sur le problème de SDF, le problème de Mediator, le problème de pollution hier, si je n'écris que des sujets comme ça, qu'est-ce que les lecteurs chinois pensent de la France? Ils pensent que, oh là là, la France c'est terrible. Quand on prend le médicament, il est à 500 morts. Quand on prendre l'air, l'air est pollué. Mais ce n'est pas vrai, moi je ne peux pas faire ça. Je dois dire que la France, oui, si j'écris que sur les manifestations contre et pour le mariage de gays, qu'est-ce que ça donne une impression aux Chinois? C'est déforme l'image de la France, c'est forcément ça. Alors, mon livre, j'ai écrit à travers toutes les histoires de la vie courante, quotidienne, etc., pour montrer que la Chine est dans une période historique très compliquée. Il est dans 3 processus. Premièrement, historique. Premièrement, c'est l'industrialisation que l'Europe, la France a déjà terminée au XIXe siècle. Deuxièmement, c'est l'urbanisation. L'urbanisation aussi, que vous avez eu l'expérience, c'est pas si facile. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, plus de 60% de gens vivent toujours à la campagne en Chine. Troisièmement, forcément, c'est la démocratisation. Dans l'histoire de tous les pays du monde, on termine toujours d'abord l'industrialisation et puis l'urbanisation, suivie par la démocratisation. Si on renverse les ordres, il y aura des conséquences graves. Dans le monde entier, il n'y a pas encore un exemple réussi, c'est-à-dire on démocratise d'abord, on l'industrialise après. Alors, c'est ce que j'écris dans mon livre. Je crois que le grand intérêt de mon livre, c'est que on peut avoir des informations complémentaires des médias français. Voilà. Je crois que nous connaissons en tant que correspondants étrangers tous le problème que par moment on propose un sujet, donc on est censé décrire, surtout nous qui sommes ici à Paris, on propose un sujet mais ça ne correspond pas, et c'est vrai que dans les actualités, ils sont très tenus aux actualités politiques du moment. Et je parie juste que peut-être même les correspondants du Figaro, de Libé, etc. sont des fois frustrés parce que leur rédaction ne prennent pas des papiers qui parlent d'autre chose. J'ai une amie en Inde qui est correspondante, et en Inde j'en parle parce que c'est aussi loin, c'est-à-dire le plus que c'est loin, il y a des études sur les médias qui disent le plus un pays est loin, le plus l'image est grossière disons, ou voilà, le moins on en parle en vérité. Donc, mais j'ai quand même une question avant de donner la parole à la salle. Par exemple, je sais que les Allemands, ils ont une image de la Chine qui est nettement plus favorable que les Français qui ont plus peur. Il y a des sondages dans les pays différents. Je sais que par exemple l'Allemagne, effectivement, fait beaucoup de commerce avec la Chine, donc la chancelière, il va régulièrement maintenant, le gouvernement et tout ça. Et l'Allemagne exporte aussi beaucoup de marchandises. Donc ça s'explique aussi. Alors, est-ce que vous avez trouvé une raison pourquoi les Français seraient plus frileux de, au moins disons, admettre d'autres nuances de la Chine?
Oui, je crois que j'ai cherché la raison depuis un certain temps. Je crois que, effectivement, les médias allemands critiquent beaucoup aussi la Chine. Hein, oui, bien sûr, il faut le comprendre. Mais il y a quand même certaines nuances, certaines différences. Différences politiques, par exemple, vous savez, Merkel est allé en Chine au mois de septembre dernier, je crois. Ils voyagent pratiquement 2 ans. Maintenant, ils font des rencontres presque comme avec la France, hein, annuelles, oui, etc. Voilà. Tandis que vous savez, Hollande, la France, c'est le premier pays qui a reconnu la Chine. Mais avant, par exemple, Mitterrand est allé en Chine avant l'élection présidentielle et après. Tout de suite. Chirac aussi. Sarkozy aussi. Je ne critique pas Hollande. Je dis, c'est un fait que je constate, c'est que seul est le dernier leader d'un grand pays, d'une grande puissance mondiale, qui n'a jamais posé le pied sur le sol chinois. J'ai cherché tous les autres pays occidentaux, grands pays, je dis, ont déjà visité la Chine, connaissent ce pays. La Chine est quand même la 2e puissance mondiale. Et Hollande ne connaissait pas ce pays. Bon, c'est peut-être une des... C'est récent, hein, ça va sûrement... Oui, non, c'est... Voilà, vous savez... Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à la peur de la mondialisation qui explique pour connaître les choses? Vous savez, le développement, la paix et les commerces mutuels basés toujours sur les connaissances mutuelles. C'est-à-dire, quand je vous connais, je peux faire des commerces avec vous. Quand je ne vous connais pas, c'est plus difficile. Et puis, deuxième raison, je crois que, à part des correspondants en Chine, je commence à critiquer un tout petit peu. Hein, il y a des informations sur la Chine tellement négatives que quelquefois je me suis dit, c'est vrai, invraisemblable. Par exemple, il y a 2 semaines, c'est 2 mois, pardon, 8 novembre, il y a une information, je crois que peut-être la plupart des gens ont entendu parler. Une petite fillette a reçu un cadeau d'anniversaire, c'est une jupe, elle a porté et le lendemain, son visage est gonflé, les yeux ne peuvent plus l'ouvrir. Oui, voilà, journal de télévision, tellement parlé. Alors, les parents disent que bon, c'est le vêtement made in China et puis le clinique local a dit que oui, c'est vrai, c'est à cause de vêtements chinois. Le ministre a dit bon, on va interdire et on va alerter aussi l'Union européenne pour interdire dans toute l'Europe. Et les réactions, j'ai regardé sur Internet, c'est terrible. Tout le monde dit que désormais je n'achète plus chinois, etc. Mais je ne sais pas, est-ce que vous savez la suite? Non, ça va être le scoop que vous nous réservez. La suite, c'est qu'une semaine après, on a découvert que ce n'est pas à cause de le vêtement que la petite fille Marie est malade. Et deuxièmement, le vêtement n'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en France. Mais le moment où on a publié l'information avec des photos, avec des étiquettes fabriquées en Chine, hein, c'est-à-dire le gouvernement français a reconnu que c'est une affaire totalement inventée, c'est-à-dire les parents de cette fillette, ils savent très bien que c'est pas fabriqué en Chine, mais ils ont accusé la Chine. Pourquoi? Parce que s'ils accusent des vêtements fabriqués en France, aucune télévision, aucun radio, aucun média viennent leur interviewer. C'est parce qu'il dit que c'est fabriqué en Chine que tout le monde vient. C'est pas un seul exemplaire, il y a un autre exemplaire, vous connaissez sûrement cette page première de Parisien, comment les Chinois nous espionnent. C'est
à cause de l'affaire Renault. L'affaire Renault, c'est que Renault accuse l'espionnage industriel chinois. Et finalement, ça a révélé que c'est un fonctionnaire de Renault, un cadre de Renault, qui a inventé de toutes pièces. Il a embauché 300 000 d'euros, disant que c'est payé les sources d'information. Mais c'est lui qui a embauché tout ça et il a inventé cette histoire. Mais très peu de gens qui savent que c'est inventé. Je crois que l'Allemagne avait la même chose aussi. Mais d'après ce que je sais, au moins on discute plus. Il y a encore quand même des journalistes, comment dirais-je, peut-être aussi que justement les Allemands, ils ont moins peur de la mondialisation, ils ont moins peur de la Chine qu'au contraire, parce qu'ils savent qu'ils font de très bonnes affaires. Alors, mais peut-être pourrait-on laisser la parole aux questions? Oui.